What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour les résultats de Kwanjo 2021, le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu hier soir à 18 h heure française sur le WWE Network. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Diane de la chaîne InfoCatch et ses acolytes de m'avoir invité sur leur chaîne YouTube pour vivre le live réaction de Kwanjo. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la chaîne d'InfoCatch en description. Mais je le redis encore une fois, merci de m'avoir invité, c'était une superbe expérience et j'espère que sincèrement cette expérience se renouvellera plus tard dans le futur. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, avant de commencer cette review de Kwanjo, j'ai une question importante à vous poser, mes chers amis catch addicts. Est-ce qu'on n'a pas vu le meilleur pay-per-view saoudien de l'histoire de la WWE? Parce que je pense qu'on est tous du même avis, quand on regarde la carte de ce pay-per-view, c'est digne d'un WrestleMania. Et franchement, on n'a pas été déçu de cette carte. Donc on commence déjà par le pré-show avec les Usos qui affrontent Earth Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Donc déjà, très bon kick-off où vraiment on a 4 très bons catcheurs, 2 très bonnes équipes qui s'affrontent. Et franchement, j'ai pas été déçu sur ce kick-off. Alors qu'en règle générale, je ne regarde pas les kick-off, ça me motive pas énormément. Et bah ce kick-off là m'a très bien surpris. Donc après le résultat était facilement devinable parce que voilà, les Usos sont sur une très belle lancée, voilà, les Usos, The Bloodline, Roman Reigns. Donc c'était logique que les Usos restent très forts et remportent le match face au Earth Business. Bien sûr après, on ne lance pas la pierre sur Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui se sont très bien battus. Et donc cette victoire des Usos dans le kick-off peut-être motiver le chef tribal Roman Reigns pour le main event face à Brock Lesnar. Et maintenant, on passe à la carte principale. Et franchement, j'ai été étonné du choix de la WWE. Parce que, on commence par le Hell in a Cell match entre Seth Rollins et Edge. Et franchement, je ne sais pas quoi dire de ce match. Donc déjà, une chose est sûre, c'est que c'est le match qui a duré le plus longtemps du pay-per-view. Le match a duré pratiquement 30 minutes. Mais je ne vous cache pas que durant ces 30 minutes, j'étais vraiment au taquet durant le match. Parce que très clairement, on ne savait pas lequel des deux allait gagner. Et franchement, le fait de rajouter le Hell in a Cell match dans cette rivalité entre Edge et Seth Rollins était vraiment la meilleure solution à faire. Car très clairement, les deux catcheurs se sont lâchés. On voit très clairement de l'intensité dans cette rivalité. Et ça s'est ressenti dans le match. Ça s'est ressenti dans les multiples spots qu'on a eu dans le match. Donc en parlant de spots, on en a certains vraiment qui sont excellents. Notamment le passage de Seth Rollins à travers une table. On a aussi Edge qui a eu droit à son passage à travers une table. On a eu aussi des spots assez intéressants, notamment le fameux crossface que Edge pratique depuis WrestleMania. Sauf que cette fois-ci, au lieu de l'utiliser avec un bout de métal provenant d'une chaise, ce dernier a utilisé une clé à molette pour essayer de faire abandonner Seth Rollins. Et d'un autre côté, on a un Seth Rollins qui va utiliser une chaîne qui va l'accrocher à son pied dans le but d'augmenter la puissance du curse stomp pour pouvoir vraiment démolir la nuque d'Edge. Mais après un match d'une très grande intensité, c'est la superstar classée X Edge qui remporte le match. Et franchement, c'était un match à couper le souffle. Franchement, je serais Dave Meltzer, je mettrais un 5 étoiles facile sur ce match. Après, nous avons eu une petite séquence voilà, où Edge a eu droit à son petit moment. Et il a même soufflé un petit mot à Seth Rollins pour vraiment lui dire merci mec, tu m'as proposé un putain de match. Et franchement, je suis assez content de cette prestation. Parce que c'est vrai que Edge, voilà, il est plus tout jeune, il a plus le catch de ses 20 ans. Mais il nous propose quand même un putain de niveau au niveau du catch. Et d'un autre côté, on a un Seth Rollins, bien qu'il ait perdu le match, bah il ressort quand même très fort de cette rivalité. Il n'y a pas à démériter pour Seth Rollins, il a vraiment tout donné. Ou maintenant, la question qu'on peut se poser,
c'est est-ce que cette rivalité est terminée pour les deux catcheurs? Moi personnellement je pense que oui. Les deux catcheurs en ont fini avec cette rivalité et donc maintenant on n'attend plus qu'une chose, c'est les prochains épisodes de Raw pour connaître et la suite pour Edge et Seth Rollins. Et maintenant on passe au match du catcheur Yoka Mansour qui affronte Mustafa Ali. Et donc le match très clairement il est plutôt bon entre Mustafa Ali et Mansour. Mais pour moi, le gros problème de ce match, c'est qu'on connaissait déjà le gagnant du match avant que ce dernier ne commence. Parce que quand même, je tiens à vous rappeler quand même que Mansour, il est chez lui, il est saoudien. Donc à WWE, comme ils nous font depuis les derniers épisodes des shows en Arabie Saoudite, et bah ils allaient faire gagner Mansour. Et c'est ça qui a posé problème dans ce match. Après, je dis pas que le match est forcément mauvais, au contraire, il est très bon, j'ai bien aimé ce match. Mansour et Mustafa Ali fonctionnent très bien dans le ring, mais du fait que nous sommes en Arabie Saoudite, bah on savait très bien que Mansour allait remporter le match. Par contre, la question que je peux vous poser, c'est que si on aurait eu Mansour contre Mustafa Ali sur le sol américain, est-ce que Mansour aurait quand même gagné le match? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et donc bien sûr c'est naturellement Mansour qui remporte le match. Et donc comme Mustafa Ali est mauvais perdant, et bah il va se mettre à attaquer Mansour. Mais après ça on a une musique, on se demande c'est qui, on voit pas qui est la personne. Et bah on découvre qu'en fait c'est un médaillé d'argent olympique saoudien dans le domaine du karaté. Et donc son nom c'est Tarek Hamdi. Donc on voit très bien que Mustafa Ali veut pas se taper contre lui parce que c'est quand même un médaillé olympique saoudien. Mais franchement j'ai pas trop aimé ce spot parce qu'on voit très clairement que c'est un moyen de la WWE pour attirer voilà, encore plus les fans saoudiens. Parce que pour moi personnellement cette interaction entre Mansour et Tarek Hamdi ne va servir à rien du tout. On va pas voir Tarek Hamdi sur le sol américain par exemple lors du prochain épisode de Raw ou de SmackDown. Donc il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc après maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette victoire de Mansour sous Mustafa Ali va lui permettre d'aller toquer à la porte, pas forcément des prochains champions du monde parce que très clairement c'est pas possible, mais pour aller toquer à la porte du champion des États-Unis ou du champion intercontinental. Parce qu'on sait très bien que les victoires en Arabie Saoudite pour Mansour ne ont pas forcément dirigé vers un push aux États-Unis. Et maintenant, on va passer au match Tag Team de Raw entre Arkebo, AJ Styles et Omos. Mais avant de passer au match, on est obligé de s'arrêter sur les entrées. Parce que on a l'entrée d'AJ Styles et Omos, voilà, qui est tout à fait naturelle. Et nous avons après l'entrée de Arkebo, Riddle donc, et Randy Orton. Et donc bien sûr on s'attend à ce que Riddle et Orton rentrent ensemble, Riddle sur sa trottinette. Mais là Riddle il a une idée derrière la tête. Car en effet on a vu durant le début du pay-per-view que nous avions eu des dromadaires qui étaient présents à l'entrée. Donc on se dit très clairement que les dromadaires vont être utilisés dans le show. Et là j'étais mort de rire. Franchement j'étais plié en deux durant le live. Parce que Riddle j'adore ce personnage. Parce que là il va vraiment aller dans l'extrême. Car il va parce que il va larguer Orton, il va l'abandonner pendant quelques secondes. Et d'un autre côté on a un Orton qui lui dit mais mec mais qu'est-ce que tu vas branler? On a un match de championnat, on a des titres à défendre, donc qu'est-ce que tu vas foutre merde? Et là on a Riddle, il revient à dos de dromadaire. Et d'un autre côté, on a un Randy Orton qui se dit mais putain, avec qui je fais équipe, bordel de merde. Mais voilà, c'est du Riddle tout craché et j'étais mort de rire et j'ai kiffé ce moment parce que Riddle fait du Riddle. C'est le bobo. Et donc on va passer au match. Et franchement, bah c'est le même match qu'on voit depuis pas mal de temps entre les deux équipes. Et franchement, ça en deviendrait presque lassant. Que ok, je peux comprendre que là, on a le draft qui va prendre effet dès aujourd'hui. Donc très clairement ça servait à rien de créer de nouvelles rivalités, sachant que ça allait durer qu'un seul match. Mais quand même c'est assez lassant de voir ce match là. Donc après je tiens quand même à vous couper, c'est pas parce que c'est lassant que c'est forcément mauvais. Car en effet ça reste quand même un bon match entre les deux équipes. Avec bien sûr la même stratégie à chaque fois pour battre Omos et AJ Styles. C'est-à-dire d'écarter Omos et qu'après ce soit AJ Styles qui se retrouve isolé parce que c'est le plus faible des deux. Et ça va se jouer vraiment dans le match. Car à la fin du match, bah, se termine comme d'habitude. Voilà, AJ Styles qui veut porter son Phenomenal Forearm pour la victoire. Mais il va être accueilli par un RKO de Randy Orton pour le compte de 3.
Donc qui est gagnant de ce match et toujours champion tag team de Raw, RK-Bro. Donc après la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour RK-Bro, AJ Styles et Omos. Donc très clairement, AJ Styles et Omos, on sent une volonté de la part de la WWE de séparer le groupe, donc pourquoi pas. Et d'un autre côté, pour RK-Bro, vu qu'il va y avoir le draft qui va prendre effet lors du prochain épisode de Raw, donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle équipe ira toquer à leur porte. Ça peut être très bien une équipe qui provient de SmackDown ou encore une équipe qui est restée du côté de Raw. Il faudra attendre le prochain épisode pour savoir qui ira toquer à leur porte. Bon, maintenant on va passer à, je pense que c'est de la part de tout le monde le plus mauvais match de la soirée, la finale féminine entre Doudrop et Zelina Vega. Déjà bien sûr à noter la tenue des catcheuses, car quand même je vous rappelle que nous sommes en Arabie Saoudite, dont nous n'allions pas avoir des tenues extravagantes de la part de Doudrop ou de Zelina Vega, mais ça ne gêne pas au match, car franchement j'ai pas trop apprécié ce match, car on voit très clairement qu'on a une différence de gabarit entre Zelina Vega et Doudrop. Donc on se dit très clairement que ça va être Doudrop qui va massacrer Zelina Vega, mais Doudrop se fait passer vraiment pour une conne invétérée, très clairement, parce que Zelina Vega parvient quand même à porter une prise qui est quand même phénoménale. Je ne vais pas cracher au visage de Zelina Vega, mais elle va parvenir à battre Doudrop. Donc très clairement, on voit que c'est vraiment l'idée de la part de la WWE d'avoir une reine des rings assez heel qui va se vanter lors des prochains épisodes de Raw ou de SmackDown pour dire voilà, j'ai battu mes compétitrices, j'ai battu Toni Storm, j'ai battu Carmella, j'ai battu Doudrop en finale pour devenir la reine du ring, personne ne peut me taper, et maintenant je désire qu'une seule chose, c'est un match de championnat. Donc je vois très clairement la couleur chez WWE, mais très clairement faire passer Doudrop pour une conne, j'ai pas trop apprécié. S'il aurait fallu faire ça, bah pourquoi pas ne pas avoir mis Natalya en finale, pourquoi pas, voilà, au moins Natalya elle a plus rien à prouver, donc faire passer pour une conne, ça n'aurait pas été trop gênant. Mais là c'est clairement craché au visage de Doudrop, et franchement je ne crois plus en Doudrop dans le roster principal. Et maintenant on passe au No All Bowed match entre Goldberg et Bobby Lashley. Donc déjà dans un premier temps, je suis agréablement surpris du match, car on se souvient tous du dernier passage de Goldberg en Arabie Saoudite. Oh putain, rien d'y penser, je commence à avoir mal au cœur. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que la dernière apparition de Goldberg en Arabie Saoudite, il a quand même enterré The Fiend de Bray Wyatt en devenant champion universel et en le battant. Donc là, on s'attendait presque à la même chose, parce que voilà, Goldberg, d'habitude, c'est dans les 2 minutes. Et bah, putain de merde, c'est un très bon match entre les deux. Bon, déjà, une chose est sûre, ce n'est pas du catch. On voit très clairement que les deux sont animés par une seule chose, c'est de casser la gueule de son adversaire. On a d'un côté Goldberg, voilà, il veut venger son fils, il veut démolir Bobby Lashley, il veut démolir très clairement. Et d'un autre côté, Bobby Lashley, c'est pareil, il veut démolir Goldberg, c'est pour ça qu'il a proposé ce No Holds Barred match. Et ça se ressent dans le match, avec vraiment de très bons spots, utilisation des armes, etc. Et bien sûr, à un moment donné, nous avons Goldberg et Bobby Lashley qui sont au niveau de la rampe d'entrée. Et comme je vous rappelle que c'est un match sans disqualification, donc il y avait l'ombre du Hurt Business qui planait sur ce match. Et donc ça a été le cas. Car nous avons eu Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui sont venus pour aider Bobby Lashley au moment où ce dernier commençait à en avoir marre et a décidé de fuir. Donc après que ses acolytes sont venus, Bobby Lashley s'est senti en position de supériorité face à Goldberg et il s'est dit finalement je vais peut-être rester pour voir mes acolytes lui défoncer la gueule pour que je puisse le finir. Et Goldberg, il a fini tout le monde parce qu'il a démoli Cedric Alexander et Shelton Benjamin pour ainsi démolir la gueule de Bobby Lashley. Je le dis honnêtement, il lui a pété la gueule. Et nous avons cette séquence finale où Bobby Lashley se prend un énorme spear de Goldberg. Il le fait passer à travers plusieurs tables pour le compte de 3. Car ça a été rajouté avant le match que ce match allait effectivement être un No Holds Barred match, mais que les tombées pouvaient se faire n'importe où. Donc c'était assez logique que Goldberg fasse tomber à ce moment-là. Donc Goldberg remporte le match. Donc d'un côté, Goldberg qui remporte le match ne me gêne absolument pas.
Sachant quand tu vois la prestation quand même qu'il nous a fait, le match a quand même duré pratiquement 10 minutes. Donc Goldberg a quand même tenu sacrément le coup. Il nous a pas proposé un match de merde, très clairement. Je dirais même que c'est le plus beau match de Goldberg ces dernières années. Et le voir battre Bobby Lashley ne me gêne absolument pas. Sachant du fait que Bobby Lashley, il n'est pas le champion de la WWE. Donc Goldberg aurait battu Bobby Lashley, un Bobby Lashley champion de la WWE, m'aurait énervé très clairement. Mais comme là, il n'y avait pas de titre en jeu, c'était vraiment une bagarre d'hommes, ça me gêne pas de voir Goldberg remporter le match. Donc après, maintenant, quelle va être la suite pour Bobby Lashley? Parce que pour Goldberg, la réponse est claire et nette, c'est que maintenant Goldberg il va faire dodo pendant tout le reste de l'année 2021 et on le reverra qu'en 2022, peut-être à WrestleMania. On aura peut-être le troisième acte entre Goldberg et Bobby Lashley. Pourquoi pas? Parce que comme on est à un partout bas au centre, il faudrait peut-être le troisième match. Et d'un autre côté, la suite pour Bobby Lashley, on verra ça lors du prochain épisode de War. Et maintenant, on passe à la finale du King of the Ring entre Finn Balor et Xavier Woods. Très beau match, très clairement, où tu vois le respect mutuel entre Xavier Woods et Finn Balor. Et ces derniers nous ont proposé un très beau match. On voit clairement que Finn Balor et Xavier Woods sont tous les deux d'excellents catcheurs, mais qui sont quand même sous-estimés à la WWE. Et donc, le match se termine par une victoire de Xavier Woods. Donc, Xavier Woods devient le nouveau King of the Ring et il inscrit son nom dans cette liste prestigieuse d'anciens vainqueurs de King of the Ring. Quand même, je tiens à vous rappeler que de grands noms ont remporté le King of the Ring. Nous avons eu quand même Stone Cold Steve Austin, on a eu Kurt Angle, Triple H, Brock Lesnar, on a eu Sheamus. Donc vraiment, beaucoup d'anciens champions du monde, bien sûr il y en a d'autres, je vais pas tout citer, qui ont quand même remporté ce tournoi King of the Ring. Et on voit très clairement que c'est important pour Xavier Woods, car on peut quand même le sentir que d'un autre côté, Xavier Woods ne pourrait pas avoir plus à la WWE que le tournoi King of the Ring. Donc d'un côté, le voir remporter le match ne me gêne absolument pas, sachant que d'un autre côté, Finn Balor s'est quand même très bien battu. Donc franchement, je dis respect à Xavier Woods et j'espère sincèrement que cette victoire au King of the Ring pourrait peut-être, pourquoi pas, lui donner un petit push en solo. Peut-être, pourquoi pas, vu qu'il va être drafté du côté de SmackDown, pourquoi pas un match de championnat contre l'actuel champion intercontinental Shinsuke Nakamura qui n'était pas présent à Guangzhou. Et donc, après Xavier Woods, on va partir sur Big E. Ce dernier défend son titre face à Drew McIntyre. Et franchement, excellent match entre les deux. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur match en solo de la carrière de Big E. Et là, franchement, c'était génial. On a eu vraiment une belle confrontation entre les deux, où vraiment tu te dis que les deux pouvaient gagner. Car vraiment, Drew McIntyre, on sait qu'il était drafté du côté de SmackDown, mais d'un autre côté, vu la prestation des deux catcheurs, on pourrait presque se dire que Drew McIntyre pouvait ramener le titre de la WWE du côté de SmackDown. Mais d'un autre côté, non, c'est Big E qui est resté très très fort, qui a quand même réussi à se dégager d'un Claymore Kick et il a porté le big ending sur Drew McIntyre pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et toujours champion de la WWE, Big E. Et donc franchement, grâce à cette victoire, j'espère que Big E va pouvoir gagner davantage de niveau dans le main event et qu'il devienne un champion très crédible pour le show rouge. Et d'un autre côté, on voit le respect mutuel entre Big E et Drew McIntyre, bien que Drew McIntyre soit dégoûté de ne pas pouvoir ramener le titre de la WWE à SmackDown. Mais d'un autre côté, c'est pas une défaite qui va énormément le faire perdre en crédibilité, car il a quand même proposé un excellent match face à Big E. Et on sait très bien que Drew McIntyre, dès qu'il va arriver dans le show bleu, il va directement aller affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et donc, quelle va être la suite pour Big E? Pour moi, personnellement, là, on va être au Survivor Series, ça a été annoncé. Donc, on va avoir le champion de la WWE contre le champion universel. Donc, la prochaine rivalité pour Big E sera pour le prochain pay-per-view qui ne sera pas TLC, malheureusement. Ce sera WWE Day One qui aura lieu le 1er janvier 2022. Donc, pour moi, actuellement, ce serait un catcheur qui est sorti très très fort de Guangzhou. Et pour moi, le seul catcheur qui est ressorti très très fort du côté de War pour Guangzhou, il s'agit d'Edge. Donc pourquoi pas un match entre Big E et Edge.
Donc dites-moi dans les commentaires qui voulez-vous voir affronter Biggie prochainement pour le titre de la WWE. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Et un des matchs qu'on attendait le plus, le triple menace féminin pour le titre féminin de SmackDown. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le plus beau match féminin de cette année 2021. Très clairement, je n'ai rien à dire sur ce combat où tu vois très clairement qu'à tout moment, on peut avoir un changement de titre, on peut avoir Becky Lynch qui conserve sa ceinture. Et franchement, pour moi, il y a catcheuse qui est le MVP de ce match, c'est très clairement Bianca Belair. Car on voit une Bianca Belair qui est quand même extrêmement puissante. Car on a ce spot où elle porte d'abord Sasha Banks à deux mains. Et dès qu'elle est stabilisée, elle porte Sasha Banks à une seule main. Après, on peut dire effectivement que Sasha Banks est légère. Mais quand même, porter Sasha Banks à une seule main, c'est quand même impressionnant. Et d'un autre côté, on a quand même Becky Lynch et Sasha Banks qui sont au sommet de leur carrière. Et franchement, tu n'as rien à dire sur ce match. Il est excellent. Mais il y a quand même un petit point noir. Car en effet, nous avons une fin de match assez dynamique. Où la plus opportuniste va remporter le match. Et cette opportuniste a été Becky Lynch. Car en effet, Becky Lynch a profité de la situation pour porter un roll-up en cédant des cordes pour le compte de 3. Bon, bien sûr, je tiens à vous rappeler que c'est un triple menace, donc il n'y a pas de disqualification. Donc l'utilisation des cordes pour un tombé est parfaitement légale. Et donc grâce à cette opportunité, Becky Lynch conserve son titre de SmackDown et ira du côté du show rouge avec le titre féminin de SmackDown. Donc pour moi, c'est une fin qui franchement gâche le match. Parce que très clairement, on voit que c'était une volonté de la part de la WWE de protéger Sasha Banks et Bianca Belair dans la défaite. Mais franchement, est-ce qu'on avait besoin d'un roll-up pour protéger les deux catcheuses après une telle prestation? Parce que pour moi, personnellement, vu la prestation des trois catcheuses, que ce soit Bianca Belair, que ce soit Sasha Banks qui prennent une tombée finale, franchement, ça n'aurait retiré aucune crédibilité aux deux catcheuses si le tombé avait été clean. Parce que là, un roll-up, je pense que ça fait plutôt l'effet inverse. Ça retire de la crédibilité à Sasha Banks. Et franchement, ça fait très très mal au cœur. Donc maintenant, voilà, on a Becky Lynch qui va partir dans le show rouge avec le titre féminin de SmackDown. Et Charlotte Flair va aller du côté de SmackDown avec le titre féminin de Raw. Donc maintenant, quelle va être la suite? Est-ce que nous allons avoir un échange de ceintures comme on a eu il y a quelques années entre les Street Profits et le New Day? Ou est-ce que nous allons avoir un match dans les deux shows où nous allons avoir peut-être pourquoi pas Becky Lynch contre Sasha Banks et Charlotte Flair contre Bianca Belair. Et grâce à ces matchs-là, nous allons avoir un échange de ceintures avec Sasha Banks championne de SmackDown et Bianca Belair championne de Raw. Ce qui peut être aussi une possibilité. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel serait pour vous le scénario pour échanger les titres féminins de Raw et de SmackDown. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le chef tribal Roman Reigns face à Brock Lesnar. Et déjà, bien avant que le match commence, tu sens quand même l'énergie, l'aura qui se dégage entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et franchement, c'est un très très bon main event où vraiment on a eu des spots assez intéressants, mais nous avons eu le tournant du match où Brock Lesnar s'apprête à porter son deuxième F5 pour la victoire, mais malheureusement, Roman Reigns tombe sur l'arbitre qui était Charles Robinson. Et là, si vous avez connu le catch dans les années 2010, au début des années 2010, et plus précisément à Extreme Rules 2012, vous allez connaître la référence. Car en effet, après ce F5, nous avons Brock Lesnar qui porte Charles Robinson par le pantalon comme un sac à patates. Donc c'est la même séquence que nous avons eu en 2012 à Extreme Rules entre Brock Lesnar et John Cena, où Brock Lesnar a porté Chad Robinson de la même manière. Mais comme du fait qu'il n'y a pas d'arbitre, nous avons eu la séquence qu'on attendait tous, et cette séquence c'était le choix de Paul Heyman. Car en effet, durant tout le match, on avait quand même l'ombre de Paul Heyman qui planait sur ce match. Donc est-ce que Paul Heyman allait choisir le camp du chef tribal ou le camp de la bête incarnée? Et Paul Heyman n'a pas pu se décider. Car en effet, il tenait la ceinture et au lieu de la donner soit à Roman Reigns ou à Brock Lesnar, il a placé au milieu des deux catcheurs
dans l'image de se dire je ne peux pas décider entre vous deux, je mets la ceinture au centre, démerdez-vous, moi je me casse. Et ça a été le cas. Donc bien sûr, c'est Brock Lesnar qui a récupéré la ceinture, mais d'un autre côté, comme l'arbitre était sonné, et ben les Usos sont intervenus pour sauver leur cousin. Et donc grâce à l'intervention des Usos, Roman Reigns a pu saisir sa ceinture universelle et a l'utilisé sur Brock Lesnar pour remporter le match. Donc vainqueur de ce match est toujours champion universel, Roman Reigns. C'est une fin que j'apprécie moyennement parce que très clairement Roman Reigns ça fait 1 an et demi qu'il est champion universel, il est au sommet de la WWE très clairement. Et pourquoi il y aurait besoin des Usos ou encore d'utiliser sa ceinture de champion universel pour battre Brock Lesnar, alors que Roman Reigns a quand même eu des adversaires plus difficiles. Il s'est quand même tiré d'un triple menace entre Edge et Daniel Bryan, il a battu Edge, il a battu Daniel Bryan, il a battu tout un tas de catcheurs, et là, être obligé de revenir au coup bas pour battre Brock Lesnar, c'est un petit peu faire perdre de la crédibilité à Roman Reigns. Mais d'un autre côté, on voit que cette séquence-là sert à une seule chose, c'est de continuer cette rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Car en effet, je vous en ai parlé dans mon Jimbo Gnostic, la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns est très loin d'être terminée. Et en plus, Brock Lesnar a répondu très clairement que lors du prochain épisode de SmackDown, il sera présent pour péter la gueule de Roman Reigns. Donc très clairement, la rivalité est très loin d'être finie entre les deux. Et franchement, je suis très content que ce match ne saille pas la rivalité entre les deux catcheurs et que cette rivalité va durer encore un petit moment. Donc bilan de ce coin de jeu, c'est un excellent pay-per-view. Donc après je dis pas que c'est le pay-per-view de l'année 2021, mais c'est quand même un pay-per-view excellent et je le place pour le moment dans mon top 3 des pay-per-view de 2021. Parce que très clairement, si tu compares au dernier pay-per-view américain qui était Extreme Rules, c'est le jour et la nuit. Parce que là, tu passes vraiment d'un pay-per-view qui était Extreme Rules, qui était bon, mais sans plus, à un excellent pay-per-view qui, en plus, est un pay-per-view saoudien. Donc on sait très bien que les pay-per-view saoudiens, c'était pas souvent de très bons pay-per-view. Bien au contraire, c'était des pay-per-view assez médiocres. Et là, tu passes à un pay-per-view, mais excellent, digne d'un WrestleMania. T'as envie de te dire, putain WWE, qu'est-ce que vous avez fait pour nous proposer un tel pay-per-view alors que précédemment en Arabie Saoudite c'était que de la merde. Et donc franchement, je suis assez content de ce pay-per-view. J'ai passé une très bonne soirée durant ce pay-per-view et je pense qu'on est tous d'accord que ce coin de jeu est un excellent pay-per-view. Donc si je devais noter ce pay-per-view, je mettrais quand même un très beau 8 sur 10 très clairement. C'est un pay-per-view qui mérite largement sa note. Et je pourrais même aller jusqu'à un 9 sur 10 facile. Donc dites-moi dans les commentaires quelle note vous donneriez à ce pay-per-view qui est Crown Jewel. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Crown Jewel. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du tout premier SmackDown post-Crown Jewel et surtout le premier SmackDown avec le draft qui prendra effet. Donc en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.